dans son château en Écosse. Le prince Harry et sa femme Meghan sont également en route vers l'Écosse. Le Royaume-Uni est littéralement suspendu à l'état de santé de sa souveraine. On va en parler dans ce débat assez longuement avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Philippe Turle, notre chroniqueur international sur France 24. Bonsoir Philippe, merci d'être avec nous. Jeremy Stubbs, bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur adjoint de la rédaction de Causeur. Vous êtes également président de l'Association des conservateurs britanniques de Paris. Bienvenue à vous. Nous avons Hervé Amoric à Londres, un autre correspondant qui va être avec nous tout au long de cette émission. Rebonsoir Hervé. Et puis Kevin Guyot qui est avec nous, historien, fondateur du site lamonarchiebritannique.com. Bonsoir à vous et merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Nous avons aussi par Skype de Londres Agnès Poirier, journaliste correspondante de l'Express à Londres. Bonsoir à vous Agnès Poirier et bienvenue également. Bonsoir. Ça a été annoncé il y a à peu près 2 heures, les médecins qui se disent préoccupés par la santé de la reine Elisabeth II. Depuis, bien sûr, une foule commence à se rassembler devant Buckingham Palace. On va écouter d'abord quelques réactions. Elle est la reine depuis que je suis en vie, depuis que mes parents sont en vie. Donc elle est vraiment une partie très très importante de la société. Vous savez, ça va être terrible si elle meurt. Il y a 2 jours, elle était avec la nouvelle première ministre et maintenant, d'un coup, tout le monde s'inquiète pour elle. C'est triste, mais God save the Queen. Direction tout de suite Londres, Hervé Amoric y est donc, je le disais, notre correspondant. Hervé, la foule s'amasse un peu plus chaque minute, j'imagine. Absolument, on les voit de plus en plus. Désormais, ils dépassent, on voit les gens des 2 côtés du monument. Tout à l'heure, il y avait un seul côté du monument. On voyait une marée de parapluies, mais maintenant, il pleut moins. Et effectivement, il y a des gens un peu partout. On peut s'attendre à ce que cette place et tout le mal ici qui descend presque jusqu'au Parlement là-bas soit noir de monde bientôt. C'était le cas à l'époque au moment du jubilé de la célébration des 70 ans de règne d'Élisabeth II, lorsque la population est venue dire adieu au monarque, à Elisabeth II dans son rôle officiel. Au balcon de Buckingham Palace, toute sa famille était rassemblée comme elle l'est aujourd'hui, ses enfants, ses petits-enfants, parmi eux bien sûr plusieurs héritiers de la couronne, le prince Charles, son fils William, et même les petits-enfants qui étaient les enfants de William qui étaient là derrière elle et qui ont assisté aux cérémonies. Donc c'était un moment qui était un des symboles, des moments symboliques de son règne. Effectivement, les gens qui sont ici ce soir savent que bientôt ils pourront rendre hommage à la reine et dire un adieu à la reine, la personne, la femme. Effectivement, la fin d'un long règne s'approche. Tout le monde ici autour de nous, tous les Britanniques ou presque tous, n'ont connu qu'Élisabeth II comme reine, comme symbole de l'unité de ce pays, malgré toutes les divisions, malgré le Brexit qui a fracturé la société, malgré les divisions politiques lors de l'annonce de Liz Truss, qui a formé un gouvernement très à droite. Évidemment, côté travailliste, toute une partie de la population rejette une partie de cette pensée politique. Mais à partir de cet après-midi, les Britanniques seront unis. On ne parle plus du plan énergétique de Liz Truss, on ne s'inquiète presque plus de comment on va payer ces factures de gaz ou d'électricité. Effectivement, les gens sont inquiets et pensent à la fin aux dernières heures, aux derniers jours de leur souverain. Philippe Turle, vous êtes franco-britannique. Lorsque les médecins disent qu'ils sont inquiets, préoccupés par l'état de santé de la reine, qu'est-ce que ça signifie? Quelle sera la prochaine communication à Buckingham Palace? Ça, c'est toute la question. Alors, pour mettre les choses dans l'ordre, les communiqués sur la santé de la reine sont extrêmement rares. La dernière fois, on a eu 2 ou 3, mais c'est quand même excessivement rare. On a eu un communiqué pour dire qu'elle a eu le Covid. Et on a eu une communiqué pour dire qu'elle avait des problèmes de mobilité, donc elle sera moins présente pour les festivités du jubilé. Mais on n'a pas accès aux informations de santé de la reine. Ça fait partie de la domaine privé en Grande-Bretagne. Et donc, on ne peut pas se poser la question comment va la reine et avoir la réponse. Donc, on est assujetti
assujettis à la merci de Buckingham Palace qui va nous distiller des informations au fur et à mesure du moment où ils pensent, eux, que c'est propice pour qu'on sache comment va la reine. Donc, on a eu cette annonce tout à l'heure, vers 13h30, heure de Paris, nous indiquons que la reine était mal en point. On n'attend pas d'autres nouvelles de la part de ces médecins, ni de la part de Buckingham Palace qui va nous informer de ce qui va se passer, alors que, vu l'inquiétude grandissante, la foule qui commence à s'amasser devant Buckingham Palace et aussi à Balmoral et toutes les chaînes d'information partout dans le monde qui font du non-stop sur la reine, je pense que la pression monte pour que les médecins nous donnent quelques informations sur la santé. Normalement, je pense que mon avis, c'est que l'annonce qui a été faite cet après-midi est peut-être une façon de préparer le peuple britannique à une annonce plus grave pour ne pas les choquer avec une annonce inattendue sur le décès de du monarque. Donc, je pense que c'est un premier pas pour préparer l'opinion publique à une annonce peut-être plus grave plus tard, pour qu'on ne soit pas trop choqué le moment où cette annonce soit postée. Juste pour information, comment on va la prendre si la reine est décédée, c'est toujours de la même manière. Il y aura une annonce qui soit affichée devant Buckingham Palace. Je pense qu'on le saura avant, mais officiellement, c'est une annonce qui est affichée devant Buckingham Palace sur les grilles. Tout petit annonce qui va... une annonce écrite, c'est ce que vous... Écrite. Exactement comme pour son père, George VI, en 1952. Jeremy Stubbs, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Philippe Turle? Donc il devrait y avoir une annonce écrite si effectivement on doit apprendre ce soir ou dans les jours qui viennent le décès de la reine. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce sera fait selon en bonne et due forme, selon la tradition. Et tout cela est extrêmement important. En même temps, l'inquiétude est tellement grande en ce moment que si c'était exagéré, quelqu'un nous aurait dit « calmez-vous ». Donc le fait que cela monte sans que quoi que ce soit nous dise « tout va bien », ça indique qu'il faut s'attendre au pire. Donc comme l'a dit Philippe, on nous prépare psychologiquement pour le pire. Le pire, c'est-à-dire ? Le décès de la reine. Son décès, on se prépare. Ça va venir un moment ou un autre. Et puis c'est vrai que ce qui a choqué, je pense, beaucoup de gens, y compris moi-même, c'est que cette semaine, mardi, Liz Truss, la nouvelle première ministre, est allée voir la reine pour recevoir l'ordre de la reine d'assumer ses fonctions. Et on n'avait pas vu la reine, ni de photos, ni d'images depuis des semaines et des semaines. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose que la reine devait faire, c'était annulé. Dernière chose en date, c'était d'être présent au jeu écossais. Donc, on se disait, si on n'a pas de photos, pas d'image de la reine lors du passage de pouvoir entre Boris Johnson et Liz Truss, là, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, on a eu cette photo qui était un effort, je pense, pour calmer l'esprit, le public, l'opinion publique, pour dire, voilà, la reine, elle est debout, elle a sa canne, mais elle serre la main de Liz Truss. Le problème, c'est que quand on voit cette photo de la reine, on la voit très affaiblie, très amaigrie, elle a une grosse tache sur la main droite, ce qui veut dire qu'elle a peut-être subi des perfusions, mais c'est une femme visiblement qui est très frêle. Donc, alors que c'était une photo publiée pour rassurer les gens, je pense que ça a inquiété peut-être plus que ça n'a rassuré. Agnès Poirier, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Philippe Turle? Cette photo a plutôt inquiété les gens et on est en train de préparer, ce que disait Jeremy Stubbs, on est en train de préparer les Britanniques et d'ailleurs le monde entier au décès de la reine. C'est ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est une évidence. Et puis, il faut toujours lire entre les lignes. Parce que, en fait, ça a commencé quand on regardait les parlementaires sur la chaîne parlementaire, ce qui était mon cas aujourd'hui, et que tout d'un coup, il y a eu cette fébrilité. Alors d'abord, Liz Truss, on apprend par un des députés présents à la Chambre des communes, et Chris Bryant, député travailliste, a même tweeté à ce moment-là en disant quelque chose d'inhabituel est en train de se passer. Il y a un briefing
urgent. Donc Liz Truss part, ensuite elle est suivie de Keir Starmer. On a pu voir d'ailleurs des petits mots échangés sur les bancs entre les députés. L'atmosphère était assez fébrile. Ils continuaient comme ça à prendre la parole à tour de rôle pour la question du jour, mais enfin pour les questions à l'ordre du jour, pardon. Et donc déjà la fébrilité commençait. Et puis ensuite on a eu ce communiqué de Buckingham Palace, mais il faut vraiment, il y a beaucoup de retenue et donc du coup c'est inquiétant parce que comme l'a rappelé Philippe, Buckingham Palace ne parle pas de la santé de la reine à moins qu'il y ait quelque chose de majeur. Et donc oui, il y a une préparation, ne même qu'à 14h tout d'un coup, on a vu les présentateurs de la BBC d'abord habillés en bleu marine et maintenant en noir. Savent-ils quelque chose que nous ne savons pas encore? C'est possible. Donc même si à la seconde de la mort de la souveraine, depuis des années, il y a un protocole, on sait exactement ce qui va se passer. Le moment n'est pas encore arrivé, du moins officiellement. Et voilà, les Britanniques maintenant savent que c'est une question probablement d'heures. Kevin Guyot, puisque vous êtes l'historien de ce plateau, c'est une question d'heure. Est-ce que tout vous semble, je dirais vous qui êtes l'historien, tout vous semble aller dans ce sens-là, cette préparation au décès de la reine, quoi, on dirait plutôt dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent? Oui, effectivement, d'abord par les mots qui ont été choisis dans le communiqué. On pense surtout au mot préoccupation. Ce mot a été utilisé quelques fois par le passé, surtout lorsqu'on pense au prince Philippe. La seule fois où ils ont utilisé ce mot, c'est vraiment lorsqu'il était à la fin de sa vie et lorsque son état était le plus préoccupant, justement. Donc, de savoir qu'ils utilisent ce mot fait déjà penser que la reine est sur le point de décéder et que les jours vont bientôt arriver. Et comme ce jour va bientôt arriver, et par rapport aux événements passés, c'est vraiment comme ça que ça s'est déroulé. C'est vraiment comme ça qu'ils ont préparé les Britanniques, dans le sens où, comme disait Philippe, pour le roi George VI, à sa mort, on a vraiment suivi le protocole à la lettre comme on va faire aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on va ajouter une pointe de modernité dans le... Kevin Guyot, je vous interromps, pardonnez-moi, parce qu'on a un vrai problème de son avec vous. On va essayer de le régler, ce problème de son. En attendant, on va revenir un petit peu justement sur ce parcours de la reine qui a accédé au trône en 1952. D'ailleurs, en 1997, ça a marqué un tournant dans la monarchie britannique. On dit justement qu'il a commencé à y avoir des réformes. Alors, est-ce que cette monarchie britannique s'est adaptée, s'est transformée? On voit tout de suite cela en image avec Caroline Grandjean et Andrew Hillard. Son image a marqué l'histoire. Élisabeth II, reine de l'ère post-moderne et de ses médias. Sous le feu des projecteurs, elle connaît les débuts de la télévision. Les tabloïds font aussi l'opinion publique en étalant la vie des célébrités. En 1992, un incendie ravage le château de Windsor. C'est alors aux contribuables que revient la facture des réparations de la demeure préférée de la reine. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. Pour éviter aux Britanniques de payer les travaux de leur poche, l'année suivante, la reine a une idée. Ouvrir le palais de Buckingham au public. Une première et un succès, Windsor peut renaître de ses cendres grâce à la vente de billets et produits dérivés. La décennie 90 a mis à rude épreuve l'image de la souveraine et de la monarchie. Le divorce de Diana et Charles, le prince héritier, donne lieu à un véritable tapage médiatique. Rumeurs de tromperie, scandales, les moindres faits et gestes de l'ancien couple sont scrutés. Un déchaînement des paparazzi qui prend des allures de harcèlement pour Diana. It is announced from Buckingham Palace that with regret, the Prince and Princess of Wales have decided to separate. La princesse Diana, qui avait conquis le cœur du public, reste dans les bonnes grâces du peuple britannique. En 1997, le silence de la reine après la mort de Lady Di est assourdissant. Un quart des Britanniques souhaitent alors l'abolition de la monarchie. Véritable tournant dans l'histoire, la famille royale doit revoir son image. Et c'est un mariage qui lui en donne l'occasion. En 2011, William, le petit-fils de la reine Elisabeth, épouse Kate Middleton, une roturière. C'est l'avènement d'une nouvelle génération princière qui se départit de la tradition.
C'était si beau, elle était vraiment magnifique. Tout était somptueux, toute la famille royale, c'était extraordinaire. 7 ans après, c'est au tour du cadet de se marier. Harry épouse Meghan Markle, une actrice afro-américaine divorcée, et offre ainsi un conte de tous les possibles aux médias. Les deux couples royaux rivalisent d'initiatives. Voyages et bénévolats soignent les relations publiques de la famille royale. Opération communication. La souveraine dévoile son côté espiègle. Pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, elle apparaît dans une vidéo aux côtés de Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Des milliards de téléspectateurs assistent en direct à une mise en scène stupéfiante avant de la voir gagner la tribune royale. Les Windsor adoptent désormais de nouveaux codes et surfent sur les réseaux sociaux, une façon de rendre accessible le faste et les ors de la royauté. Mieux maîtrisée, la communication de la couronne a bien évolué. Elisabeth II a même un compte Instagram. Direction tout de suite Buckingham Palace. Justement, on retrouve encore Hervé Amaurik. Vous êtes toujours avec nous. Où en est-on devant Buckingham Palace? La foule continue à venir. Et je dois me retourner et je dois dire qu'à chaque fois que je me retourne, il y a beaucoup plus de gens. Désormais, ça arrive presque jusqu'à nous. Il y a un périmètre de sécurité ici pour les chaînes de télévision du monde entier qui sont à côté de moi, justement parce qu'il y a de plus en plus de gens. Et sur le Mall, ici, on voit une foule de gens qui s'approchent. Alors, effectivement, maintenant, les gens ont fini de travailler sans doute et de plus en plus de gens s'approchent ici et ont appris que bien sûr, il y a des inquiétudes à travers le pays. Ils ont entendu d'abord Liz Truss et ensuite tous les chefs de parti parler de leur inquiétude. Ils ont sans doute vu la BBC sur toutes les chaînes, la chaîne de news avec leur présentateur, comme disait tout à l'heure l'un des invités sur le plateau, en habit sombre, et cela en dit très long. La dernière fois qu'on a vu qui se prépare tout à fait. La dernière fois qu'on a vu les présentateurs de la BBC avec une cravate noire, c'était pour le décès du prince Philippe il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, et on sait très bien que cela a beaucoup perturbé la reine. La perte de son époux a été un choc monumental, et on s'attend effectivement à ce que depuis ce moment-là, l'état de santé de la reine n'a cessé de diminuer jusqu'à sa mobilité perdue au moment du jubilé ici, où elle n'a pas pu être dans le carrosse royal, être au cœur de ces cérémonies pour les 70 ans de son règne, de la célébration de son règne. Et c'était l'adieu officiel de la reine, sans doute un adieu touchant qui a duré plusieurs jours, et la population tout entière a pu dire au revoir au monarque à ce moment-là. Et bien évidemment, tous ceux qui désormais peuvent venir ici vont sans doute s'amasser, comme c'est le cas, c'est la tradition. C'était la tradition pour la mort de Diana, la tradition pour la mort de Philippe, et maintenant, évidemment, tout le monde attend une annonce officielle qui sera sans doute une annonce du décès de la reine. Jenny Stubbs, ça ne vous étonne pas, cette foule qui s'amasse peu à peu devant Buckingham Palace et la tradition? Elle est très populaire, la reine Elisabeth II. Elle est très populaire, elle a traversé des périodes où elle avait moins la cote, mais aujourd'hui, elle est très populaire. Et comment on explique cette popularité alors que ça fait 70 ans qu'elle est reine? Ben justement, c'est la constance. C'est la constance. Elle incarne une sorte de, comme on dit en français, une sorte de flegme britannique qui plaît beaucoup aux gens, surtout en sachant que nous avons traversé déjà des temps un peu difficiles et qu'on va en traverser de nouveau. C'est vraiment cet exemple-là qui plaît aux gens. Et les gens sont attachés à la reine parce qu'elle incarne une sorte d'idéal, spécifiquement britannique peut-être, mais un idéal. En particulier, Elisabeth II incarne cet idéal. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a trouvé la juste mesure entre le stoïcisme et l'empathie. Et ça, ce point d'équilibre est très rare, pratiquement inconnu chez les politiques, pas souvent le cas chez les rois et les reines, mais elle a su le trouver. Est-ce que son successeur, s'il y a un successeur un jour, saura le faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle
elle a le secret magique. Le secret magique, Kevin Guyot, j'espère que la liaison est rétablie avec vous. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jeremy Stubbs ? Oui, effectivement, elle est vraiment un symbole de continuité, dans le sens où aujourd'hui, c'est vraiment à la reine que l'on pense lorsqu'on pense justement à la reine. Il y a plusieurs reines en Europe, il y a plusieurs reines dans le monde, et pourtant, quand on pense à la reine, on pense à Elisabeth II. C'est pas pour rien, c'est parce qu'elle fait vraiment partie de notre quotidien. Elle fait partie, en fait, elle représente le passé et aussi le présent du Royaume-Uni, de l'histoire européenne et de l'histoire du monde. Agnès Poirier, vous étiez bien sûr, je crois, à Londres lorsqu'elle a reçu la toute nouvelle Première ministre, qu'elle a officialisé sa nomination. Liz Truss, c'était mardi, mais Liz Truss est allée à Balmoral, donc en Écosse. On vient d'apprendre qu'elle est morte. On vient d'apprendre qu'elle est morte, me dit Philippe Turle à l'instant, donc en direct sur France 24. On vient d'apprendre. C'est un communiqué de Sky News. C'est une actualité de Sky News pour le moment. Oui. C'est ce que vous dites, Philippe ? Oui, attendez, qu'on regarde ça. Donc, ça provient du... Donc, en fait, pour l'instant, c'est selon les médias, Philippe. Il faut bien préciser. C'est le confrère qui indique que la reine Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans, d'après Buckingham Palace. Donc, c'est uniquement un média qui l'annonce, Philippe Turle. Oui. Soyez juste précis. Quel est le média qui l'annonce ? C'est Sky News qui cite Buckingham Palace, donc la résidence de la reine devant laquelle toute cette foule est amassée. Donc voilà, il faut rester prudent parce que ça n'a pas été confirmé par d'autres médias pour le moment. Donc voilà. Je suis en train justement de regarder le fil AFP, comme on dit, les agences The King and the Queen will remain. Pour l'instant, ce qu'on apprend, c'est que pour le moment, toute la famille est toujours à Balmoral. Oui, ils ont baissé le drapeau. C'est officiel à l'instant, c'est ce que vous nous dites, Agnès Poirier, qui est à Londres. C'est officiel, donc la reine est morte à l'âge de 96 ans. Agnès Poirier, vous le disiez. Alors, c'est intéressant parce que c'était en fait cet après-midi. Et c'est bien ce que beaucoup d'entre nous pensions quand nous avons vu cet après-midi des présentateurs de la BBC qui étaient en noir, ils sont en noir uniquement à partir du moment où le souverain est mort. Et certains d'entre eux étaient très émus. Et donc, on s'est tous dit, ils savent quelque chose que nous ne savons pas, comme je vous avais dit il y a une demi-heure. Voilà. Hervé Amoric, vous êtes toujours devant Buckingham Palace et j'imagine qu'il doit y avoir des réactions ce soir. On vient d'apprendre donc la mort de la reine, c'est officiel. C'est un communiqué de Buckingham Palace maintenant qui le dit. Oui, absolument. Et c'est tout le monde, tous mes collègues, tout le monde, et bien sûr un moment on s'attendait bien sûr à cette annonce. On s'attendait peut-être pas à ce que l'annonce vienne aussi vite. En attendant, derrière moi, vous allez voir maintenant les gens qui vont s'agglutiner devant Buckingham Palace. Et il y a de plus en plus de gens qui viennent. Ça sera sans doute une soirée difficile, une soirée où les gens vont venir rendre hommage. Et puis maintenant, toute l'étiquette va se mettre en place, tout ce qui est prévu pour la célébration. On vous a perdu, Hervé. Jeremy Stubbs. Donc voilà, on l'a appris, la reine est morte. C'est vrai que c'est presque un choc pour nous aussi parce que ça fait plusieurs heures qu'on l'attendait. Là, il y a tout un protocole qui va se mettre en place. Racontez-nous déjà les drapeaux en berne. Ils vont être en berne à travers le pays toute une journée. Qu'est-ce qui va se passer là au Royaume-Uni ? Eh bien, il va falloir que... on parle, n'est-ce pas, des deux corps des rois, le corps matériel, le corps symbolique. Donc, le corps de la reine est mort en Écosse, mais il faut que ce corps soit transporté en train jusqu'à Londres avec des arrêts nombreux sur le chemin. Ensuite, il y aura une période où le corps sera exposé et les personnes pourront défiler devant. Et ça va durer combien de temps ? Ça va durer, je pense, 9 jours. Philippe. Oui, c'est un protocole qui est un protocole très strict. On apprend que son fils, Charles, ça y est, devient donc... il prend sa succession et il devient donc roi d'Angleterre. La succession est automatique. Dès que la reine décède, c'est son fils, Charles, qui devient automatiquement le roi. C'est pourquoi on dit la reine est morte, longue vie au roi. Parce que la succession est immédiate. Il n'y a pas de break entre
un monarque et son successeur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que là, tout un protocole qui va rentrer en jeu à partir de tout de suite. Il va y avoir une période où on va baisser tous les drapeaux sur les monuments britanniques. Ça a déjà commencé. Voilà, il faut informer tous les chefs de gouvernement, le Premier ministre, les chefs d'État du monde, les chefs d'État du Commonwealth. Tout le monde doit être informé. Là, on voit le gouverneur général du Canada qui déjà présente ses condoléances. Qui doivent être informés pour qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires, soit pour venir à Londres, pour informer les gens qui sont des plus proches. Après cela, normalement, le prince Charles doit prendre la parole assez rapidement, après le décès de sa mère. Et à partir de demain, va commencer 10 jours de préparation pour cet enterrement, à savoir que la reine étant décédée à Balmoral, son cercueil sera transporté à Londres par le train, où elle sera mise dans le palais de Westminster, c'est le siège du gouvernement britannique, où il y aura une période de deuil où le public va pouvoir passer devant le cercueil. Une période de deuil de 10 jours, c'est ça, Philippe? Pour montrer leur respect et leur remerciement à la reine. Ensuite, pour le dernier jour, le cercueil sera transporté au palais à l'abbaye de Westminster, qui est juste à côté du palais de Westminster, pour la cérémonie des obsèques. Et ensuite, elle sera enterrée à côté de son mari au château de Windsor. Kevin Guyot, vous peut-être réagir, justement, vous qui êtes l'historien de ce plateau. Oui, je suis désolé, je suis un petit peu ému de tout ça et j'étais en train de faire du coup mes publications pour annoncer la mort de la reine à tous ceux qui me suivent et effectivement je suis très ému, on attendait forcément la mort de la reine. C'est un fait. Elle avait 96 ans, elle était affaiblie, on l'a dit, on l'a vu pendant la dernière photo qu'on a pu voir d'elle, où elle recevait sa nouvelle première ministre, donc la 15e de son règne, un record. Effectivement, c'était vraiment c'était, si vous voulez, un flambeau qui a pu nous emmener pendant ces 70 ans. Et qui nous quitte aujourd'hui, qui représentait l'histoire, comme je disais, autant que le présent, parce que c'est une souveraine qui a su moderniser la monarchie pour en faire une institution remarquable et incontournable pour le Royaume-Uni aujourd'hui. Quasiment personne aujourd'hui au Royaume-Uni va contredire le fait que le Royaume-Uni doit rester une monarchie. Oui. Même si on ne savait pas jusque-là si le prince Charles allait vraiment prendre sa succession, même si certains allaient se poser la question si le prince Charles allait vraiment prendre la succession à la place du prince William, alors que tout était écrit. On savait très bien depuis le départ que ça allait être le prince Charles parce que c'est écrit dans la Constitution. C'est écrit dans la oui. Kevin Guyot, il y a toujours un petit problème de son avec vous. J'ai l'impression qu'il va disparaître au fur et à mesure. On sent votre émotion, Jeremy Stubbs. Donc là, aujourd'hui, maintenant, au moment où on se parle, on peut dire que c'est donc Charles qui est le roi d'Angleterre, comme on dit en France. En tout cas, c'est le nouveau souverain du Royaume-Uni. Oui. Roi d'Angleterre et roi d'Écosse et en fait, pour le moment, roi d'Irlande du Nord. C'est tout l'enjeu, d'ailleurs. Du Pays de Galles. Oui. Il était prince du Pays de Galles. Maintenant, il est roi. C'est ça la continuité dont parlait Kevin Guyot. Oui. Elle est automatique. Oui, tout à fait, tout à fait. À moins que, dans les jours à venir, il n'annonce qu'il décide d'abdiquer, mais c'est peu probable à mon avis. Il a attendu très, très longtemps pour prendre ce poste, en quelque sorte. Et on sait qu'il n'attendait que ça, parce que c'est quelqu'un il est différent de la reine dans la mesure où il a des idées politiques et sociales qu'il ne craint pas d'exprimer de temps en temps, d'une façon qui n'est pas vraiment dans la tradition établie par Élisabeth II. Alors donc, là, il y aura un changement. Peut-être. La grande question, c'est est-ce qu'il va se prendre le modèle de sa mère et changer complètement, ou est-ce qu'il va essayer de rester un peu lui-même et de continuer à intervenir, à faire des déclarations, par exemple, sur l'écologie, et ainsi de suite. C'est ça la grande question. Agnès Poirier, alors oui, on voit cette image, voilà, vous pouvez, Philippe Turle, oui, c'est Buckingham Palace. Sur les grilles de Buckingham Palace dont je parlais tout à l'heure, qui annonce le décès de la reine. On a eu la même chose en 1952, lors du décès de George VI.
Donc, c'est la confirmation du décès de la monarche et donc la succession au prince Charles. Tout est très formel au Buckingham Palace. C'est l'un des gros problèmes qu'a eu le prince Philippe quand la reine est arrivée sur le trône en 1952, à savoir qu'il trouvait que cette maison n'avait pas bougé depuis des centaines d'années, qu'il fallait, pour passer un message, donner le message à un valet qui allait transporter sur un plateau en argent à l'autre bout du palais, attendre le message de retour. Il m'a dit, je vais prendre le téléphone. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est très difficile pour faire bouger les coutumes centenaires, deux centenaires de cette maison. Et là, l'annonce du décès d'Élisabeth II est postée sur les grilles, comme ça a toujours été le cas depuis des années. Et donc, c'est en quelque sorte, l'annonce officielle. Si ça vient de Buckingham Palace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute à avoir, la reine est bien décédée. Le porte-parole de la Maison-Blanche, nos pensées vont à la famille et au peuple du Royaume-Uni. Également une réaction de John Major, l'ancien Premier ministre, qui lui aussi salue cette reine et ses 70 ans de règne, Agnès Poirier, parce qu'on parle effectivement du prince Charles qui devient donc le tout nouveau monarque aujourd'hui, le roi Charles. Peut-être des modifications qu'il va faire au sein de cette monarchie. Excusez-moi, je veux juste ça c'est une correction. Cette annonce, alors, puis c'est la première fois que ça arrive, n'est pas posté sur les grilles de Buckingham Palace. En fait, c'est posté sur les grilles du château de Balmoral, là où la reine est décédée, que vous voyez derrière. Ah, on voit. Donc, voilà. c'est une image en Écosse, alors. Voilà, c'est le château de Balmoral que l'on voit, donc rectification par Philippe Turle. C'est là où la reine est décédée, donc c'est là où ils ont posté l'annonce. Voilà, son château en Écosse, où elle passe l'été, c'est ça, et où donc, elle est décédée il y a quelques instants maintenant, et donc ce communiqué de Buckingham Palace, mais en fait au château de Balmoral. Donc, Agnès Poirier, oui, peut-être qu'il va y avoir des changements avec justement Charles, ce que disait à l'instant Jeremy Stubbs. En tout cas, il y a ces 70 ans de règne qui restent exceptionnels. Et c'est cela aujourd'hui qui reste en fait de la reine Elisabeth II. Alors oui, mais souvenez-vous aussi que Victoria avait aussi régné très très longtemps, et finalement il y a un peu de Victoria chez la reine Elisabeth, et il y a ce sens du devoir, parce que Jeremy parlait à la fois l'empathie, mais qu'elle a eue depuis, je dirais, seulement depuis la mort de la princesse Diana, puisque Tony Blair lui avait rendu un énorme service en lui disant, écoutez, là il va falloir, nous sommes dans une autre ère, l'émotion, et il faut que vous montriez votre émotion à votre peuple, ce qu'elle avait réussi à faire. Et depuis, elle avait réussi à montrer cette empathie. Et donc, ce qu'on gardera d'elle, c'est ce sens du devoir chevillé au corps, cette constance, effectivement. Et puis, la longévité, alors, c'est peut-être de ses plus grandes qualités, finalement. Et alors, on a oublié de dire qu'est-ce qui va se passer tout de suite. Liz Truss, la première ministre, va faire un discours, va s'adresser à la nation devant Downing Street, et ensuite c'est le roi Charles. Alors, est-ce qu'il va prendre, d'ailleurs, question intéressante, est-ce qu'il va prendre le nom de Charles? À ce moment-là, ce sera le roi Charles III. Où va-t-il prendre le nom? Ce qu'il peut faire, va prendre un de ses prénoms, comme Georges par exemple, qui est le nom de son grand-père. Va-t-il être roi Georges? On le saura très vite. Et ensuite, donc, après Liz Truss, eh bien, c'est le roi Charles qui va s'adresser à la nation. Et ça, normalement, c'était, d'après le protocole décidé depuis plusieurs années, c'est à 18h le jour de la mort du souverain. Mais comme en Grande-Bretagne, il est 18h48, ce sera peut-être soit plus tard, soit demain. Philippe, c'est important ce choix du nom du roi Charles. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez que le Charles Ier a été exécuté. Les deux Charles et Charles II est un roi qui n'est pas très bien vu dans les yeux des Britanniques. Donc peut-être pour Charles, il aura envie de changer de nom pour être connu sous un autre nom de roi. Personnellement, je pense qu'il va garder son prénom, parce qu'on l'a toujours connu comme Charles, comme le prince Charles, etc. Donc ça serait quand même bizarre, après toutes ces années d'attente,
tout d'un coup, avoir un roi qui est Charles, mais qui ne s'appelle plus Charles. S'il avait peut-être 25 ans ou 30 ans, ou il était beaucoup plus jeune, peut-être il changerait de nom, mais donc vous ne pensez pas qu'il va le faire pas. A priori, il va rester le roi Charles. Mais par contre, ce qui est important à savoir, c'est que il y a beaucoup de questions qui étaient posées depuis longtemps sur est-ce que c'est Charles qui va succéder à sa mère ou est-ce que ça va directement passer à William, et si oui, comment ça peut se passer. Ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une lignée de succession. Donc, après la reine, c'est son fils aîné, donc Charles, qui lui succède. Ce qui est le cas aujourd'hui. Personne ne peut le pousser à la porte. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le Premier ministre. Il y a deux façons de le faire. La première, c'est qu'il décide qu'il n'a pas envie de le faire. On verra bien. Ou il meurt avant sa mère. Donc ça, ce n'est pas le cas. Donc, c'est normal que Charles soit roi. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'il est roi, il ne va pas être roi pendant des décennies comme sa mère. Il est déjà un monsieur d'un certain âge. Il a 74 ans cette année. Donc, il n'a pas 70 ans de règne devant lui. Je pense qu'on va une règne de 10, 15, 20 ans maximum. Et quand on compare la situation actuelle, il y a un précédent qui était la reine Victoria, qui a régné de 1837 à 1901, et son fils lui a succédé, Édouard VII. Et Édouard VII a régné pendant très peu de temps, 9 ans, mais il a quand même marqué son époque avec énormément de changements dans la monarchie, dans la société britannique. Il se peut que Charles ait envie de faire exactement la même chose. Donc, dans un temps plus court, Jeremy Stubbs, c'est-à-dire que le roi Charles pourrait faire des modifications au sein de cette monarchie. C'est fort probable. C'est une opportunité peut-être pour lui. Est-ce que c'est un désir? Il s'est toujours présenté comme quelqu'un qui modernise. Et il a besoin de quitter l'ombre de sa mère. Donc, il va essayer quand même de garder un sens de la tradition parce qu'il sait que sa mère a été très populaire. Donc, il ne va pas, en quelque sorte, s'affranchir de ça. Mais en même temps, il veut exister enfin en et pour lui-même. Donc, il va faire des choses d'une manière différente, c'est certain. Le 4 juin 1953, en fait, quelques mois après qu'elle soit arrivée, qu'elle a accédé au trône, puisque c'était en 1952, Élisabeth II a prononcé ces quelques mots que je voudrais vous faire écouter. Je déclare devant vous tous que je consacrerai toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, à votre service et au service de la grande famille impériale à laquelle nous appartenons. C'est 1948, me dit Philippe Turle. Et effectivement... En fait, c'était en Afrique du Sud, lors de ses 21 ans en 1947. Elle avait fait ce discours pour dire que sa vie soit longue ou courte, elle sera toujours au service des gens et du peuple britannique. Toujours au service des gens et du peuple britannique. C'est ce qui reste tout de même d'Élisabeth II, Jeremy Stubbs, non, ce qu'elle vient de dire là, parce que ce discours de 1947. Oui, c'est une vie de service. Et en quelque sorte, c'est curieux parce que le prince Charles, en tant que prince de Galles, a la devise « Ich diene », je sers. Mais jusqu'à présent, c'est vraiment sa mère qui a été exemplaire à cet égard. Et lui, il aura du mal, à mon avis, à l'égaler. À l'égaler. Alors, on voit cette foule là qui vraiment commence à s'amasser devant Buckingham Palace. Ce sont des images en direct. Tous ces Britanniques qui veulent rendre hommage à la reine Élisabeth II. Je ne sais pas si vous voyez ces images, Agnès Poirier, vous qui êtes à Londres, mais c'est vrai que ça commence à être impressionnant, cet hommage global. Ce qui va rester véritablement, ce sont ces 70 ans de règne. Oui, alors, en fait, ce qui va rester, mais ce que nous avons perdu quand même, c'est un lien, le lien vivant avec la guerre et avec la reconstruction d'après-guerre et avec le consensus. Et le consensus d'après-guerre, comme on le dit en Grande-Bretagne, et qui est fort mis à... Voilà, et qui est fort mise à mal aujourd'hui. Et donc, peut-être que ça va rendre ce monde-là, ou du moins l'héritage que nous avons de la concorde d'après-guerre,
plus vulnérables encore. Emmanuel Macron, en tout cas, rend hommage sur Twitter à la reine Elisabeth II, une amie de la France, dit-il. Les hommages se multiplient. Le Premier ministre irlandais, donc, qui parle également d'une amie. Et puis John Major, je vous le disais, l'ancien Premier ministre britannique qui lui rend hommage. Le Premier ministre italien également, donc, qui parle justement de cet esprit de service qu'avait justement la reine Elisabeth II dont on vient de parler. Kevin Guyot, c'est ça que vous retiendrez, vous, de la reine Elisabeth II, cet esprit de service qu'elle a eu pendant 70 ans de règne? Je pense qu'elle a vraiment dévoué toute sa vie au Royaume-Uni. Rendez-vous compte qu'elle est devenue reine à 26 ans. À 26 ans, on est extrêmement jeune, on n'a pas forcément comme ambition de devenir reine à ce moment-là. Elle, ce qu'elle voulait à la base, à cette époque-là, c'était faire sa vie en tant que femme d'officier, parce que le prince Philippe était un officier de marine à ce moment-là, elle avait 2 enfants, et ce qu'elle voulait, c'était s'occuper de sa famille. Et finalement, la santé de son père a rattrapé sa santé, et donc, a rattrapé sa vie, pardon, et ce qui fait que du coup, elle a dû monter sur le trône. Donc, Kevin Guyot, je vous interromps à nouveau parce qu'on vous entend très mal. Le Premier ministre indien qui Narendra Modi, donc, qui est en fait peiné, il le dit, par la mort de la reine. Philippe Turle, il faut parler de ces pays du Commonwealth. L'Inde, d'ailleurs, fait partie des pays fondateurs des pays du Commonwealth. Est-ce que ça va changer les choses? Parce qu'en fait, c'est compliqué de faire en sorte que ces pays restent au sein de cette communauté. Je vous dis, on rentre dans une nouvelle ère et une nouvelle période pour le Commonwealth. Parce que la reine ayant été reine pendant 70 ans, elle a vu le démantèlement de l'Empire britannique, qui était déjà en train de démanteler quand elle est devenue reine en 1952. Mais elle a vu la fin de l'Empire britannique et la création du Commonwealth depuis 1961. Il y en a 56 pays qui en sont membres aujourd'hui. Je pense que, alors que la reine reste chef d'État d'une partie de ces pays, 16 il me semble, il va y avoir certains pays qui vont demander maintenant à couper le cordon à s'émanciper un peu comme l'ont fait les Barbades, par exemple. Donc je pense d'abord à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, au Canada, et je pense qu'aujourd'hui, à cause de ce lien avec ce personnage historique depuis tellement longtemps, ces pays-là ont dit « nous resterons » avec Elisabeth comme chef d'État, mais le jour où elle disparaît, là, on va faire le nécessaire pour couper le cordon. Et donc, je pense qu'on peut voir maintenant, on attend à voir que certains pays vont dire nous ne voulons plus que la famille royale britannique soit notre chef d'État. Jérémy Stubbs, vous êtes d'accord? Donc, il y a un risque tout de même que ça tangue un peu du côté de tous ces pays du Commonwealth? Il y a toujours un risque, mais en ce qui concerne le Commonwealth, ce qui est probable, c'est que les pays membres décident désormais d'élire un des leurs comme, en quelque sorte, chef à la place du monarque britannique. Ce ne sera pas exactement une sorte de révolte, mais ce sera, on peut dire, une sorte de républicanisation, en quelque sorte, du Commonwealth. Est-ce que ça risque de changer également, Philippe, l'unité du Royaume-Uni? Parce qu'on sait que l'Écosse a peut-être des velléités d'indépendance. Est-ce que la reine Elisabeth II avait vraiment joué ce rôle? Et aujourd'hui, il va y avoir une sorte de fragilité plus forte? Ou pas? Oui, non. Je pense que, évidemment, la mort d'Elisabeth II ne va pas aider les choses dans le bon sens. Mais vous savez, même si l'Écosse avait demandé l'indépendance et avait gagné le référendum sur l'indépendance, et même si un autre référendum, parce que Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, aimerait bien organiser, Charles restera toujours roi d'Écosse et roi d'Angleterre. Mais c'est vrai que je pense pour Elisabeth, ça aurait été un grand chagrin de voir le pays Royaume-Uni se disperser entre plusieurs pays. Donc c'est quelque chose au moins qu'elle ne verra pas. Qu'elle ne verra pas, mais donc vous ne l'excluez pas, c'est à vous entendre. C'est pas impossible, mais c'est pas demain la veille. Agnès Poirier, sur cette fragilité justement de l'unité du Royaume-Uni. On va sans doute connaître les prochaines heures et les prochains jours un soubresaut de l'unionisme. Et avant, sans doute, la fin de cette union, en fait, qui a été
vraiment mise à mal par le Brexit. Et la reine, c'était un petit peu comme d'autres institutions, comme l'armée, comme la BBC, mais la BBC aussi est mise à mal, le ciment de ces 4 nations qui composent le Royaume-Uni. Et ma foi, nous avons un référendum, même s'il est consultatif, prévu dans un an, le 19 octobre 2024 en Écosse. Si l'Écosse obtient peut-être la validation de Westminster pour ce référendum, si il est positif pour l'indépendance, et bien que peut-être la réunification de l'Irlande est à envisager. Elle l'est certainement envisagée. Les sondages montrent que le sentiment sentiment favorable à cette réunification existe, même si elle n'est pas encore majoritaire. Donc oui, c'est la fin d'une ère. Philippe a tout à fait raison, c'est la fin d'une ère. Mais pour le moment, ces prochaines heures, ces prochains jours, ces premières semaines, en tout cas jusqu'à la fin du protocole et de la disparition de toute la pompe autour de la disparition de la reine, eh bien, vous pouvez vous attendre au contraire à une espèce d'union sacrée, mais qui ne durera pas. Jeremy Stubbs, une union sacrée en tout cas pour les quelques jours qui vont venir, puisque le Royaume-Uni est en deuil et ça va être un deuil national et ça va durer plusieurs jours, c'est ce que nous expliquait Philippe. Oui, bien sûr. Et il y aura une très grande émotion, peut-être encore plus que pour la princesse Diana, c'est à voir. Mais ce qui est certain pour l'instant, c'est que la reine est morte, mais pas la monarchie. La monarchie continue et ce serait un peu hâtif de vouloir y mettre fin déjà. Nous verrons ce que nous verrons dans les années à venir. Il va y avoir beaucoup d'émotions, Philippe. Ça c'est certain. On perd un personnage qui est un lien historique que nous avons toujours connu, qu'on a vraiment considéré un peu comme notre deuxième maman, quelque part, parce qu'elle a toujours été présente. Et le monde a complètement changé depuis 1952. On sortait de la guerre, il y avait encore de la rationnement. On a vu l'arrivée de la télévision en couleur, un homme qui marche sur la lune, les réseaux sociaux, le mariage gay. Tout ça s'est passé pendant la reine Elisabeth II. Elle a connu tous les chefs d'État depuis Winston Churchill en Angleterre, Vincent Auriol en France. Elle a vu 14 chefs d'État américains. C'est un personnage énorme qui nous quitte aujourd'hui. Donc il faut tout reconstruire. Mais la monarchie, il est vrai, continue. J'ai confiance dans le prince Charles pour relever le défi. Ça fait quand même 70 ans qu'il attend ce jour. Donc, s'il n'arrive pas à faire quelque chose de bien, eh bien, ça m'étonnerait. Donc, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup d'émotions parce que c'est un personnage tellement hors norme, tellement énorme que ça ne pourrait pas être autrement. Merci beaucoup en tout cas. C'est effectivement une époque, la fin d'une époque et donc le Royaume-Uni en deuil puisque donc la reine Elisabeth est décédée à 96 ans, donc après 70 ans de règne. Merci beaucoup Philippe Turle, merci Jeremy Stubbs, merci Agnès Poirier, merci Kevin Guyot et puis merci bien sûr à Hervé Amaury qui est toujours notre correspondant à Londres. On va revenir en images pour terminer justement ce débat sur les 70 ans de règne de la reine Elisabeth. Donc en images. Pour célébrer ses 90 ans, elle arborait, comme à son habitude, une tenue et un chapeau aux couleurs assorties. Une image reconnaissable entre toutes est devenue iconique. Née en 1926, elle n'était pourtant pas destinée à devenir souveraine. Mais 10 ans plus tard, quand son oncle Édouard VIII renonce au trône par amour, c'est le père d'Élisabeth, George VI, qui devient roi. Conductrice d'ambulance pour l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, Élisabeth assume pleinement son rôle de princesse héritière. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Et sa vie fut longue, le plus long règne de l'histoire de la monarchie britannique. Le 9 septembre 2015, Élisabeth bat le record établi par sa trisaïeule, la reine Victoria. La mort subite de son père en 1952 place Élisabeth sur le trône. Elle n'a alors que 25 ans, son couronnement est suivi par plus de 20 millions de personnes. Au sacre succèdent alors des temps bouleversés pour la reine. L'Empire britannique se meurt, les unes après les autres, les anciennes colonies prennent leur indépendance.
c'est le temps du Commonwealth. Au Royaume-Uni, c'est l'époque des Swinging 60s et de la remise en cause de la monarchie. Les enfants d'Élisabeth, après des histoires de contes de fées, divorcent les uns après les autres, et voilà le clan royal qui vacille. En 1997, c'est une tragédie qui ébranle la couronne. La mort de la princesse Diana plonge le royaume dans un deuil immense. La reine, elle, se mure dans le silence, une réaction qui affecte profondément ses sujets. Élisabeth mettra une semaine avant d'ordonner la mise en berne des drapeaux. Celle qui a pour devise de ne jamais se justifier ni se plaindre devra s'expliquer à la télévision. I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. Mais avec le temps, la reine retrouve sa popularité. Les mariages princiers, Kate et William, Meghan et Harry, et les naissances des arrière-petits-enfants redonnent des couleurs à une monarchie vieillissante. En 2012, le jubilé qui consacre ses 60 ans de règne est suivi par des dizaines de milliers de personnes. Élisabeth II a toujours refusé d'abdiquer. Elle gardera dans la mémoire de ses sujets l'image d'une femme de caractère qui a voulu toute sa vie préserver la royauté.